Bonsoir, c'est l'heure du journal de l'Afrique de France 24. Voici les titres. Les craintes au Cameroun, alors que les séparatistes anglophones veulent déclarer leur indépendance dimanche, les autorités ont déployé près d'1 millier de gendarmes et de policiers. Une manifestation pro-gouvernement est également prévue à Douala. Précision dans un instant. Le Nigeria est sorti de la récession, une bonne nouvelle due à la reprise de la production de pétrole. Alors le pays pourra-t-il reprendre sa place de première économie du continent? Réponse avec le reportage de Moïse Gomis à suivre. Et puis nous irons dans un village à l'est du Ghana où les habitants prennent grand soin des singes. Longtemps chassés, les primates sont désormais l'attraction touristique qui rapporte au village. Il est désormais doté d'une clinique et d'une nouvelle école grâce à cette économie. Les craintes donc d'une montée de tension au Cameroun, les séparatistes en région anglophone ont prévu ce dimanche de proclamer symboliquement leur indépendance. Les autorités de la région du Sud-Ouest ont donc annoncé un couvre-feu dès ce vendredi et ce jusqu'à lundi, comme c'est déjà le cas dans l'autre région anglophone du Nord. Près d'1 millier de gendarmes, de policiers ont également été déployés dans ces régions frondeuses. Le point sur place avec Marcel Amoko et Zigoto Chaya. C'est un week-end de tous les dangers que s'apprêtent à vivre les régions du sud-ouest et du nord-ouest, les deux régions anglophones du Cameroun qui protestent depuis près d'1 an maintenant contre ce qu'elles considèrent comme leur marginalisation par le gouvernement camerounais. Les autorités de la région du sud-ouest ont en effet décidé ce vendredi de mesures restrictives qui vont de la fermeture des frontières maritimes et terrestres avec le Nigeria voisin à l'interdiction de toute réunion publique de plus de 4 personnes en passant par la suppression des transports et une interdiction stricte de mouvement entre les localités. Des mesures qui interviennent à 48 heures de la date du 1er octobre, retenue par les séparatistes pour la proclamation symbolique de l'indépendance de la zone anglophone du Cameroun et qui viennent s'ajouter à un couvre-feu en vigueur dans la région du nord-ouest depuis le 22 septembre dernier. Pour parer à toute éventualité, le gouvernement camerounais a également déployé dans ces régions frondeuses près d'1 millier de policiers et gendarmes avec des consignes claires. Le gouvernement ne fera pas usage de la violence aussi longtemps qu'il n'y aura pas véritable menace aux édifices publics, aux symboles de la nation. Et quand bien même il y aurait ces choses-là, nos militaires, nos forces de l'ordre ont reçu pour instruction d'être stoïques, de recevoir des jets de pierres et autres, mais de s'abstenir de faire usage d'armes à feu. Le climat de tension qui prévaut dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, qui inquiète pourtant le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a exhorté les autorités camerounaises à promouvoir des mesures de réconciliation nationale, avant d'ajouter qu'il est important de préserver l'unité et l'intégrité du Cameroun. Une opération Togo mort en demi-teinte. Les rues de Lomé, la capitale par exemple, sont restées très calmes, mais la mobilisation semble tout de même s'affaiblir. Togo mort, c'est une opération lancée par la coalition d'opposition qui demande depuis plusieurs semaines le retour à la Constitution de 1992. Elle a été suivie donc partiellement, mais elle a aussi surpris. Écoutez. On est venu au marché, mais il n'y a pas marché aujourd'hui. Togo est mort. Togo est mort. En venant, on n'a pas trouvé personne en route. Si on ne vient pas au marché, qu'est-ce qu'on peut trouver à manger? Mais c'est pour cela qu'on est là. Depuis chaque jour qu'on vient, ce qu'on vend, c'est ce qu'on mange. Mais si on n'est pas là, qu'est-ce qu'on va manger? Donc on doit venir. Quand que ce soit le cas, on dit qu'il y a Togo mort, tout ça là, il y a les marches. Nous on est là chaque jour au marché. En République démocratique du Congo, la situation dans la région du Kasaï semble se stabiliser après plus d'1 an de violence. Les affrontements réguliers entre l'armée congolaise et la milice des Kamwina Nsapu auraient fait des milliers de morts et poussé plus d'1 million de personnes à fuir dans les provinces voisines et en Angola. Le président Joseph Kabila vient de diriger un forum pour la paix à Kananga et la directrice régionale de l'UNICEF revient d'un voyage dans la région du Kasaï. Voyez ses impressions. Cette crise complexe est une crise pour les enfants. Les enfants ont été attaqués dans leur intégrité physique, ils ont été tués, ils ont été mutilés, ils ont été victimes d'atrocités, ils y ont parfois participé. Ce qu'on note quand même, c'est que la situation
revient au calme. Le Kasaï est donc une tragédie pour les enfants, mais aussi une énorme opportunité alors que le calme s'installe pour revenir à la normalité. Donner les services de base, accès à la santé, accès à l'éducation, que les enfants retournent à l'école, que l'eau potable soit réinstallée, c'est une énorme opportunité pour consolider le calme et redonner un nouvel essor à cette province qui était de toute façon très défavorisée au départ. Marie-Pierre Boyer répondait à Thomas Nicolon, notre correspondant en RDC. C'est la fin de la récession pour le Nigeria. L'économie du pays avait déficé depuis 2016. La reprise est certes encore légère, mais les acteurs économiques nigérians espèrent une embellie durable. De nombreux experts expliquent ce retour de croissance par la production pétrolière de nouveau régulière et stable. Voyez ce reportage à Lagos de Moïse Gomis. Malgré une économie nigériane en meilleure forme, ce chef d'entreprise reste sur ses gardes. Sa société assure la logistique auprès de groupes énergétiques. Le Nigeria produit à nouveau plus de 1,5 million de barils de pétrole par jour. Pourtant, dans cette entreprise, les carnets de commandes sont loin d'être pleins. Les compagnies de pétrole se contentent juste de conserver leurs équipements actuels et de fonctionner en l'état. Les choses devraient bouger car certains vieux oléoducs doivent être remplacés. Idem pour les vieux robinets vannes. Et certaines des vieilles stations de compression doivent être rénovées également. À la bourse de Lagos, ces courtiers et traders sont optimistes depuis la reprise pétrolière. Les réserves en devises étrangères s'améliorent. Le naira nigérian résiste un peu mieux face au dollar et à l'euro. En 2016, les revenus générés ici à la bourse avaient baissé de 31%. Depuis mai dernier, les indices sont de nouveau à la hausse. Nous espérons beaucoup d'activités. J'ai constaté ici sur le marché financier que la plupart des opérateurs ont tendance à vendre pour répondre à divers besoins. Je pense que notre place va rebondir en combinant transparence et bonne gouvernance. Cela sera bénéfique à nous tous. De nombreuses petites et moyennes entreprises retrouvent des marges bénéficiaires. Fred Adjouzier est consultant en import-export. Sa société achemine des containers depuis le port de Lagos jusqu'aux entrepôts de ses clients. Expert dans le fret depuis 30 ans, ce dirigeant de société voit d'un bon œil les orientations du gouvernement et notamment la volonté de diversifier l'économie nigériane. Au début, on était perdu face au nouveau gouvernement Buhari. On ne comprenait rien à leur nouvelle politique, mais maintenant, en 2017, on saisit mieux où ils veulent nous amener sur le plan économique. Et du coup, les choses commencent à aller mieux. En s'appuyant sur un plan de relance de 3 ans, le Nigeria vise 5% de croissance à l'horizon 2020, un objectif stimulant pour les acteurs de la bourse de Lagos. Peut-être la fin des problèmes de communication en Centrafrique. L'opérateur Orange a décidé d'avancer dans l'amélioration de la connexion Internet. Une bonne nouvelle car les communications sont extrêmement difficiles, particulièrement pour les entreprises et les acteurs internationaux. Les précisions d'Edouard Dropsy à Bangui. C'est une révolution numérique qui s'annonce en Centrafrique. Quiconque a déjà essayé de se connecter à Internet ici le sait, c'est un véritable parcours du combattant. Réseau qui rame, régulier plantage de serveurs ou encore caprices météorologiques sont autant d'obstacles auxquels se confronte l'internaute. Et pour les entreprises, c'est également un manque à gagner. Alors pour pallier ces problèmes, Orange a décidé de faire appel à un système satellitaire qui permet d'augmenter considérablement le débit, comme l'explique le directeur technique de l'opérateur en Centrafrique. Le nouveau système que Orange Centrafrique vient de lancer est un système satellite qui fonctionne avec des satellites très basses, à 8 km de la Terre, comparativement aux anciens systèmes satellites qui sont à 36 km, les satellites géostationnaires. Le fait que le système fonctionne avec des satellites à 8 km permet d'améliorer les performances de propagation, donc des temps de latence de connexion très faibles, de l'ordre de 153 millisecondes, 150 à 200 millisecondes, 5 fois moins que les satellites ordinaires. Alors Orange assure que ce système se rapproche de celui de la fibre optique. Fibre optique qui pour le moment ne reste qu'à l'état de projet en Centrafrique, notamment à cause de l'état d'insécurité qui continue de régner dans le pays et qui ne permet pas une maintenance adéquate. Alors cette offre sera disponible dès le 1er octobre et dans un premier temps uniquement réservée aux professionnels. 1er octobre, également la date où Orange dévoilera ses tarifs.
Allez, dernière escale de ce journal au Ghana, plus particulièrement dans le village de Tafi-Atom, où les habitants ont toujours vécu au contact des singes. Les animaux sont devenus aujourd'hui une attraction écotouristique. Le récit de Clément Bonnereau. Pendant des siècles, les singes mônes ont été vénérés ici au Ghana. Mais avec l'arrivée du christianisme dans les années 1900, beaucoup de ces primates ont été chassés et les forêts dans lesquelles ils vivaient ont été rasées. Aujourd'hui, le village de Tafi-Atom est devenu un sanctuaire où les singes vivent de nouveau en harmonie avec les habitants. Nous prenons bien soin des singes. Ils viennent dans nos maisons pour nous rendre visite et nous leur donnons à manger. Nous leur donnons des bananes, du maïs et d'autres choses. Même si nous sommes différents, nous traitons les singes comme nos propres enfants. Ils n'ont pas peur de nous. Le sanctuaire attire chaque année des milliers de touristes du monde entier. La plupart passent la nuit dans le village pour y découvrir la vie rurale. D'autres viennent pour se familiariser avec les animaux. Selon le directeur, les bénéfices réalisés par le sanctuaire profitent à toute la communauté. Avec l'introduction du tourisme, de nombreux enfants ont pu avoir accès à des bourses pour aller à l'école. Et bien évidemment, l'argent que nous recevons est dépensé ici dans l'intérêt des habitants de Tafi-Atom. L'argent gagné a permis de construire une clinique, d'aménager certaines routes et de rénover les bâtiments de l'école. Selon la Banque mondiale, le nombre de touristes étrangers au Ghana pourrait dépasser les 1 300 000 cette année. C'est la fin de cette édition africaine. Tout de suite, le reste de l'actualité sur France 24.